Déclaration du groupe parlementaire Les Démocrates. Ce vendredi 15 novembre 2025, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, un acte d'une extrême gravité démocratique s'est produit. La majorité parlementaire, sous tutelle de l'exécutif, a imposé une révision constitutionnelle truffée d'illégalité, d'opacité et de méthodes contraires à toute éthique républicaine. Au cœur de cette honte nationale, la Constitution du Bénin a été votée dans le noir. Un vote fait dans le noir pour tenter d'éteindre la lumière du peuple. La coupure d'électricité, intervenue au moment critique du scrutin, n'est pas un incident technique. Elle fut un outil politique, une mise en scène obscurantiste pour masquer la vérité et empêcher la transparence. Notre position est claire, digne et sans équivoque. Face à cette mascarade, nous, les 22 députés, tous les représentants du peuple sous la bannière du parti Les Démocrates, ont voté non à cette révision illégitime. Aucun d'entre nous n'a cédé, aucun n'a vacillé, aucun n'a renié le mandat populaire. Un nom de conscience, un nom de résistance, un nom de fidélité à la République. Comme le disait Thomas Sankara, la démocratie, c'est le courage de la transparence. Ce courage, nous l'avons eu dans l'obscurité qu'ils ont imposée. Une révision contre le peuple et contre l'avenir. Cette entreprise ne vise aucun progrès démocratique ou social. Elle sert à verrouiller le pouvoir, à maintenir le peuple hors du jeu politique, à piétiner la souveraineté nationale. Comme l'affirmait Nelson Mandela, ce qui compte, ce n'est pas la facilité du chemin, mais la justice du combat. Notre combat est juste, notre combat est national, notre combat est pacifique, mais il sera inébranlable. Nous appelons la jeunesse, les forces vives, les confessions religieuses, la société civile, les partenaires démocratiques du Bénin, à mesurer la gravité de ce tournant et à se tenir debout pour empêcher l'anéantissement de nos acquis démocratiques. John Kennedy rappelait que le courage civique est la première des qualités humaines. Ce courage, le Bénin en a besoin maintenant. Rien n'est terminé, la lumière reviendra. Nous emprunterons toutes les voies constitutionnelles et légales, au plan national ou international, pour faire constater la nullité morale et démocratique de ce groupe clandestin. Ils ont plongé l'Assemblée dans le noir. Ils n'éteindront jamais la lumière du peuple béninois. Je crois qu'on a assisté à un hold-up d'élection. Si vous étiez dans la salle, vous avez suivi comme tout le monde que vers la fin des élections, il y a eu coupure d'électricité. Cette coupure d'électricité est intervenue 3 fois de suite. Alors, lorsque vous regardez les spectateurs qui étaient là, tous étaient de la majorité. Donc, c'est un pur montage. Et pour une république, je crois que ça ne nous honore pas. Vous les soupçonnez d'avoir truqué le vote? Je les soupçonne d'avoir triché. Ils ont triché devant tout le monde. Mais comment c'est possible? Je l'ai dit et je le répète. Parce que c'est en plein scrutin que le courant a été coupé. Mais le président de l'Assemblée a fait remarquer que ce n'est pas la première fois que le courant se coupe. Bien entendu, ce n'est pas la première fois, mais lorsqu'il s'agit des élections et que cela intervient, d'accord, ça entache la crédibilité de l'élection. Le ministre de la Justice était dans la salle, on l'a pris à témoin pour constater que cela favorise la fraude. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comment ça a changé? Comment ça a abouti à ce résultat? Alors, comme vous l'avez constaté, les enveloppes ont été changées très rapidement par nos camarades, d'accord, pour aboutir au résultat que vous avez là. Lorsque on coupe l'électricité, vous voulez voir ça comment?
Vous voulez voir ça comment quand on a coupé l'électricité? Vous allez voir ça comment? C'est ça le problème en fait. On devait arrêter cette élection. Mais à ce niveau-là de la République, si on peut organiser la fraude, je crois que nous ne sommes plus dans une République. Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, je pense que la meilleure solution, c'est de reprendre cette élection. Cette constitution qui vient d'être votée, d'accord, ça n'a pas été adopté. Je ne crois pas du tout à ça. C'est à reprendre. Pour ma part, c'est à reprendre. C'est de nul effet. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout des élections. Concrètement, vous allez faire la demande ou bien qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Nous l'avons dit déjà. Vous avez vu dans quelles conditions la salle s'est dispersée. Oui, il fallait qu'on reprenne les élections. Parce que ce qui s'est passé là, c'est de la mascarade. Ce n'est pas logique. En plein jour, ce n'est pas normal. Bon, chers amis, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'un problème se pose, on se concentre. On cherche à savoir tous les contours du problème avant de réagir. J'ai vu des réactions aujourd'hui. Des gens qui disent qu'ils sont découragés, qu'ils ont pris tout ce temps pour de rien. D'autres disent que les députés démocrates ont trahi, ainsi de suite. D'autres disent qu'il y a des torches, des lampes torches qui sont là. Je vais vous dire ceci. Souvent, évitez de laisser l'adversaire là tranquille et de vous chamailler entre vous. Nos députés sont allés à l'Assemblée. Et ils ont pris des précautions. Pour éviter ces gens de corruption et autres, beaucoup ont donné des procurations. Sur les 22, c'est 11 personnes ils ont gardé 11. Ils ont dit, vous restez avec les procurations. Et les autres sont retirés pour aller au vote. Les autres sont retirés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous êtes réduit avec les procurations. Quand quelqu'un donne une procuration, c'est fini. Il n'est pas voté autre chose que ce qu'on lui a dit de faire. Donc, à 5h30, vous pouvez imaginer qu'on peut couper l'électricité. On coupe l'électricité. Et je vous fais filmer de certains détails et de certains noms. On connaît ceux qui ont fait les choses. Maintenant, vous connaissez, quand vous êtes, nous pas rentrer dans l'hémicycle, vous connaissez la distance qu'il y a entre les bancs des députés et au niveau du présidium. Quel portable vous pouvez allumer de là pour que ça puisse éclairer toute une grande salle, cette grande salle-là. Et du surcroît, lorsque la lumière a été coupée en même temps, tous les députés, LD, les 11 se sont levés pour ne pas crier à la fraude. Et c'est la fraude, vous voulez frauder, vous voulez faire des trucs. En même temps, ils ont appelé leur garde-corps qui sont venus sécuriser, en soi-disant qu'ils sont en train de sécuriser le président de l'Assemblée nationale. Donc, quand les gens sont venus faire le rang pour sécuriser là, comment vous pouvez voir ce qui se passe de l'autre côté? L'une a été changée simplement. Ils ont fait l'une, ils ont changé l'une tranquillement et c'est terminé. Et lorsque vous êtes dans une situation comme ça, est-ce que vous pouvez vous mettre à accuser nos députés facilement sans avoir l'information? Ils sont restés là-bas toute la journée d'hier. Ils n'ont pas dormi jusqu'à 5h pour veiller à la chose. Et il a fallu que les gens coupent la lumière. C'est à 5h du matin qu'on coupe la lumière. Avec l'Assemblée qui a des groupes électoraux de surcroît, ce n'était pas une réunion ordinaire. C'est un vote pour la révision de la Constitution. Pourquoi vous ne voyez pas du côté de ceux qui ont intérêt à ce que la Constitution soit révisée? Et vous voyez, et vous accusez nos députés qui ont fait des efforts pour que nous soyons là où nous sommes là. Moi, je ne suis pas... C'est pas que je défends les députés, mais lorsqu'il y a la réalité quelque part, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans les heures à venir, les jours à venir, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des témoignages. Vous allez voir comment les gens vont parler de ça. Comment on peut réviser une constitution comme ça? On révise une constitution. S'il y a coupure là, on suspend, non? Mais pourquoi on veut faire des trucs dans l'opacité? Et vous êtes d'accord que, oui, bon, ils ont fait l'opacité, les gens vont allumer leur téléphone portable. Quel téléphone portable il peut allumer à ce niveau-là pour que ça puisse éclairer dans une grande salle? Créer et 18 articles modifiés. Le texte de base concernait à peu près 7-8 articles. Donc, les 30 minutes de la commission ont donné de la matière du génie pour qu'on passe de 8 à 33. Chacun de nous peut savoir ce que ça signifie. Monsieur le Président, le texte qui nous est soumis pose un problème. Ça pose un véritable problème. Dans le contexte de notre pays,
où 70% de la population a moins de 30 ans. Nous faisons comme si nous voulons réformer, que nous voulons moderniser. Mais comment dans un pays où il y a 70% de la population qui a moins de 30 ans, on met en place une institution qui pourrait consommer beaucoup de crédits, beaucoup de budget et composée de gens tournés vers le passé. Monsieur le Président, ça pose problème. Dans un système de démocratie consacré par la séparation des pouvoirs, qui consacre la séparation des pouvoirs, qui consacre l'équilibre des pouvoirs, où on fait intrusion d'une institution, d'un organe législatif non élu. Si seulement il était législatif, ce serait bien. Il est judiciaire, chargé de sanctionner. Il est exécutif. Monsieur le Président, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que d'autres ont appelé un constitutionnalisme monolithique, un usage stratégique de la norme suprême au service de la concentration du pouvoir. Monsieur le Président, ce qui se passe dans ce texte consacre la négation du principe de la souveraineté populaire. Voilà une institution qui est chargée de faire de la législation, qui est composée essentiellement de personnes nommées par le président de la République, nommées par le président de l'Assemblée nationale. On n'a même pas dit par l'Assemblée nationale, pour qu'on s'assure que ça ressemble à quelque chose qui ressemble au pays. Monsieur le Président, il y a de la gêne à ce niveau. Et cette gêne, ça pose d'énormes problèmes. Vous savez, la séparation des pouvoirs repose sur l'idée qu'une autorité ne peut concentrer entre ses mains les fonctions de législation, d'exécution et de contrôle. Ce n'est pas possible. C'est ce que vous nous proposez, un organe législatif hybride, dépendant de l'exécutif et altérant la symétrie des pouvoirs. La participation du président de l'Assemblée nationale et du président de la République à la désignation des sénateurs transforme la seconde chambre en prolongement du pouvoir exécutif. Vous savez, l'introduction de la lecture définitive, vous comprenez ce que ça signifie. C'est-à-dire que vous tous qui êtes ici, là, vous allez voter des lois et les gens du passé, je ne les insulte pas, ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur temps, 85 ans. Notre constitution a consacré qu'à 70 ans, après 70 ans, vous n'êtes plus dedans. Mais nous voulons ramener les gens à 85 ans, à 90 ans, au lieu de les laisser au repos. Je pense que ce n'est pas une très très bonne chose. Monsieur le Président, la consécration de la rupture de l'équilibre, je l'ai déjà dit. Cet exercice, cet Sénat que vous voulez créer, est une initiative politiquement inopportune et socialement décalée. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, le drame, c'est la fameuse trêve politique. Vous avez fini votre temps, s'il vous plaît. Ah, je savais. Ok, voilà. Je savais, Président. Merci. Ce n'est pas bon, cette trêve politique. Merci. Elle ne construit pas. Je voudrais vous... Nous sommes donc ici face à un projet qui menace la stabilité et l'âme de notre République. Une nouvelle révision de la Constitution, présentée à moins de 6 mois de la fin du mandat présidentiel et en plein processus électoral. Quel est ce besoin d'urgence? Quelle est cette précipitation qui foule au pied la décence républicaine? Le président de la République affirmait n'avoir besoin de personne pour assurer ses arrières. Nous comprenons aujourd'hui que c'est lui-même qui s'emploie à bétonner ses arrières avant de quitter le pouvoir, au prix de l'avenir de la nation. Chers collègues,
Qu'est-ce qui fait si tant peur au pouvoir actuel pour ne pas laisser tranquille son successeur? L'urgence d'une révision constitutionnelle à l'agonie de son second mandat n'est pas un acte de bonne gouvernance. C'est un aveu de faiblesse. Sachez que cette peur n'est pas celle de l'avenir de la nation, mais celle de l'avenir personnel et la pérennité d'un système bâti sur mesure. Ce projet nous présente un président élu pour 7 ans, des députés élus pour 7 ans, des conseillers communaux et municipaux élus pour 7 ans, et un Sénat dont les membres non élus se voient conférer des pouvoirs qui excèdent ceux de l'exécutif, du législatif, du judiciaire et de l'armée. Où est la souveraineté populaire dans cette architecture? Nous sommes en train de créer une chambre de contrôle post-mandat, un conseil des gardiens de la rente qui mesurera toute alternance réelle. Nous assistons à la création d'un président sous tutelle dès 2026. Même le candidat de la majorité, s'il venait à être élu, sera une marionnette, une vraie, en face de ce Sénat. Quelle est cette hantise, cette peur du vide démocratique qui nous pousse à créer une monarchie républicaine après l'écartement du candidat du Parti des démocrates des élections présidentielles du 12 avril 2006? L'ombre de la Mauritanie, de l'Angola et du Sénégal, avec la crise récente de Sonko et Diomaye, actuellement hante certains esprits. Mais n'oublions jamais que le Bénin est le laboratoire de la démocratie africaine. Nous rappelons donc la sagesse du père fondateur de l'indépendance, le président Hubert Poutoukou-Maga, qui disait « L'alternance est la respiration d'une démocratie ». Aujourd'hui, on veut étouffer cette respiration. On veut verrouiller le Bénin pour des décennies. C'est inacceptable. Chers collègues, nous ne sommes pas dupes des manœuvres qui se jouent dans les polices. Nous connaissons le prix de cette résistance. Nous sommes ceux qui avons résisté aux promesses de financement à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA, ainsi qu'aux possibilités de positionnement sur les listes de candidature des partis politiques de la mouvance présidentielle. Nous sommes ceux qui avons résisté aux assauts inacceptables du directeur des services de renseignement de l'État, dont la mission noble de lutte contre le terrorisme est dévoyée pour devenir une agence de débauchage politique et de pression sur les élus de la nation. Ceci est une honte. Nous ne coupons pas les chines devant l'argent ou l'intimidation. L'intégrité n'a pas de prix. Nous faisons notre la formule du président Nelson Mandela. Le vrai leader est celui qui est prêt à sacrifier ses rêves personnels pour le bien de la communauté. Nous sommes les gardiens du temple républicain. Ceux qui, en votant contre cette réforme, vous sauveront, vous tous, de ce qui vous attend après les présidentielles d'avril 2026. L'histoire nous jugera, non pas sur les personnes de nos comptes bancaires, mais sur la force de notre conviction. À vous qui avez tant joui des ressources de ce pays, nous disons cessez. Arrêtez, laissez la jeune génération s'épanouir. Le Bénin a une âme et la légitimité populaire est la seule qui vaille. Le Bénin ne peut être un gâteau à partager par un clan au détriment de la majorité. Et à nos forces armées, nous faisons l'écho. Nous faisons écho au grand président Mathieu Kérékou. L'armée est pour le peuple et non pour un individu, futur président de la République. Restez dans les casernes. Votre honneur est dans votre neutralité et dans votre engagement à défendre la patrie et les institutions, non un homme ou un clan. Chers collègues, pourquoi vouloir changer les règles du jeu au cours du jeu alors que le processus électoral est en cours? Rester député n'est pas une fin en soi. Restons dignes et en phase avec le peuple. Nous sommes ici aujourd'hui pour empêcher que cette révision constitutionnelle ne devienne l'acte final de la corruption au pouvoir. Notre vote est un acte de courage, un rempart contre l'impunité et l'hypothèque de notre souveraineté. Pour le Bénin, pour nos enfants, je nous invite tous à voter contre ce projet qui ne sert que l'arrière-garde d'un seul homme. Non pas opposition stérile, mais par défense de la démocratie, de l'alternance et de l'espoir béninois. Je vous remercie. Merci, c'est très bien. Monsieur le Président. Président, monsieur de procédure. Oui. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je crois que nous sommes ici en discussion particulière. Et sur le fond, article par article, s'il y a des explications de vote, pas de souci. Vous pouvez le faire avant le vote ou après le vote. Et par conséquent, je voudrais vous prier de nous discipliner à observer cette façon de faire. Je ne suis pas intervenu dedans parce que la lutte avait pris ma propre collègue au début, vous l'avez laissé aller jusqu'au bout. Et les autres camarades, les autres collègues qui ont demandé la parole devraient aller dans le même sens et on leur a dit d'attendre l'explication de vote quand vous allez programmer pour qu'on avance. Je vous remercie.
Merci. Négatif. Mais la capacité des décideurs à choisir le bon côté pour le bien-être social et politique de la nation a toujours fait la différence. Monsieur le Président, de 1990 à 2016, notre pays a traversé des décennies remplies de tournants décisifs où l'intérêt de la nation l'a toujours emporté sur des intérêts clanistes, personnels et égoïstes. Mais depuis 2016, Monsieur le Président, les fondamentaux de notre démocratie et de l'état de droit ont été lamentablement foulés aux pieds. La capacité de discernement de la classe politique a sombré dans un noir à nul autre pareil. Nos textes fondamentaux, nuitamment violés, ont conduit à la paralysie de la réflexion collective. L'élite intellectuelle a été contrainte à un silence légendaire et suicidaire. Monsieur le Président, les lois de la République sont devenues des antichambres pour la disparition du patriotisme et un nid de persécution sous diverses formes de voix discordantes. Le clergé catholique, les musulmans, la société civile, la vraie opposition et le peuple ont joué des cartes d'alerte qui n'ont pas empêché les porteurs d'idées tout obligés d'aller au bout de leur forfaiture. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous voici encore à la croisée des chemins. Monsieur le Président, avec tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, en quoi une révision constitutionnelle est-elle urgente? Dans ce contexte politique tendu où l'opposition est exclue des élections présidentielles et avec des récentes exclusions que nous voulons d'avoir pour les élections communales, c'est la révision de la Constitution qui est notre préoccupation. Monsieur le Président, moi, je vous ai dit ici que les gens sont contre vous. Vous ne m'avez pas cru. Ils veulent vous plonger afin que l'histoire retienne en mal votre nom. Mais apparemment, vous ne m'aviez pas écouté mon conseil. Sinon, comment comprendre qu'à chaque mandat de mon cher président, que la révision revienne chaque fois? C'était fait en 2019. Mais la dernière fois, Dieu, par le biais des démocrates, ont empêché. Maintenant, les forces qui veulent vous détruire remettent ça encore sur la table. Je voudrais demander, est-ce qu'on doit retenir vos deux mandatures comme les mandatures de révision de la Constitution? Non, Monsieur le Président. Les Béninois veulent retrouver leur démocratie et retourner aux élections festives. Mais pourquoi vous les avez empêchés? Ce qui est urgent, Monsieur le Président, c'est le dialogue social, le retour des élections inclusives pour permettre au peuple d'exercer sa souveraineté. Alors, je vous invite, Monsieur le Président, et inviter toute la classe politique ici présente de dire non à cette révision. Je vous remercie. Merci. Je voudrais remercier la commission, remercier les deux camarades qui nous soumettent à cette épreuve. Monsieur le Président, vous avez eu la gentillesse de nous rappeler les dispositions du titre 11 relatives à la révision. Vous avez évoqué l'article 156. L'article 156 indique qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine, et la laïcité de l'État ne peut faire l'objet de révision.
Monsieur le Président, je voudrais observer que la Commission s'est évertuée à vérifier en effet ces dispositions et sur chacun de ces points, elle a répondu par la négative. Mais comment se satisfaire de cet avis empressé? Comment adhérer sans sourciller à l'affirmation par laquelle il n'y a point d'atteinte à l'intégrité du territoire national, alors que depuis plusieurs années, l'armée, dont la fonction est d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national, organise et mène la riposte face à des groupes armés non étatiques qui ont emprise sur notre territoire. Vous savez combien de populations ont été déplacées sur le territoire national? Combien d'espaces, combien de kilomètres carrés ont été abandonnés à la merci des groupes terroristes? Il est vrai, l'opacité qui entoure cette lutte, l'omerta organisée à dessein dans la presse rend illisible, du moins à partir de sources publiques officielles, l'ampleur de l'agression contre notre pays et l'efficacité de la lutte qu'opposent vaillamment les forces de défense et de sécurité. Monsieur le Président, vous savez très bien qu'en privé, nous faisons des conjectures qu'alimentent folles rumeurs, désinformation, rétention d'informations ou informations parcimonieusement distillées, que la Commission n'ait pas intégré cette réalité dans son analyse, à mon avis, est une faute technique qui traduit cette tendance à toujours occulter les réalités, les réelles difficultés du pays et à faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Monsieur le Président, comment ne pas s'indigner lorsque la Commission affirme qu'il n'y a pas atteinte, que le principe de la République, qu'il n'y a pas atteinte à la forme républicaine de l'État, et notamment à la séparation, au principe de séparation des pouvoirs. Qui lit ce texte comprend très bien ce qui est envisagé. C'est une sorte d'amalgame, de confusion de rôle à travers une institution. Et la Commission aurait dû voir qu'il y a un problème par rapport au principe de la séparation des pouvoirs. Monsieur le Président, ce sont là quelques observations que je fais, pour lesquelles j'attire l'attention de la Commission qu'elle pourrait faire mieux. Je vous remercie.